Un petit mot pour d'abord vous remercier les uns et les autres d'avoir fait confiance à ce débat ce soir pour le 500e numéro avec la 60e année Et c'est effectivement pas tous les jours et on a bien raison de temps en temps de fêter des anniversaires. Vous êtes venus nombreux et sur invitation, vous êtes tous des spécialistes et vous avez assisté à deux débats intéressants, je crois, puisque l'un portait sur l'exploitation, développement durable, nouvelle mobilité, et j'ai appris qu'il y avait des chimères dans ces domaines-là. Donc je fais des découvertes tous les jours. Je pense que ce développement durable est un des éléments majeurs aujourd'hui pour faire évoluer les mentalités, parce que les mentalités évoluent. Et nos concitoyens, aujourd'hui, deviennent de plus en plus sensibles à ce développement durable. Non seulement il y a les ours blancs qui disparaissent ou les girafes, mais leurs gosses sont touchés par la pollution. Et j'ai fait partie de la commission d'enquête au Sénat sur la pollution. On estime que ça coûte à peu près 100 milliards d'euros. Personne ne bouge, tout va très bien, Madame la Marquise. 100 milliards d'euros de dépenses. Bon. Avec, je l'ai dit tout à l'heure, plus de 40 000 morts. Eh bien, je crois aujourd'hui que la mentalité, et tout à l'heure, l'un d'entre nous le disait, je crois que c'est Roman qui disait, que les politiques sont en retard d'une guerre. À Londres, lorsque je suis allé voir le péage, les spécialistes des transports avaient installé le péage pour réguler le nombre de voitures qui rentraient. C'était ça qu'ils voulaient faire. 2 ans après, il y a des associations de parents d'élèves, notamment dirigées par des femmes, qui sont venues les voir en leur disant « Bravo, continuez. Il n'est pas question que vous arrêtiez le péage urbain. » Pourquoi ? Parce qu'il y a moins de voitures. Et donc, nos gosses, à nous, ont un peu moins de particules fines dans le nez. Et ce sont les mamans qui ont bougé. Quand vous allez en Chine, vous avez un brouillard devant vous et les photos à 11 heures du soleil, c'est brouillard. Bien. C'est vrai que ce sont les Américains les premiers, l'ambassade des États-Unis, qui a soulevé le problème aux grandes dames des dirigeants chinois. Mais le lendemain ou le surlendemain, qu'ont fait les dirigeants chinois ? On a reçu ici au Sénat le vice-président du développement durable, le ministre de l'écologie, avec des académiciens chinois. Ils nous ont dit « Ok, on a compris, et on va changer notre fusil d'épaule. » Ils partent de très loin, mais en même temps, ils ont compris. Pourquoi ? Une des raisons, qui n'est pas toujours écrite dans les rapports officiels, une des raisons, c'est que cette pollution extrême touche non seulement le chinois de base, mais elle touche aussi le chinois qui dirige, son épouse et ses enfants. Et comme la famille joue un rôle très important sur le plan social en Chine, ça touche les dirigeants qui commencent à prendre des mesures. Alors, bon, Trump n'est pas chinois, ça c'est clair, mais nous, en tous les cas, en Europe, on commence à bouger, on sent nos concitoyens bouger, et je dirais que quelque part, nous-mêmes, nous sommes en retard par rapport à nos concitoyens. Mais il faut les accompagner. Si on ne fait pas de pédagogie, si on prend des décisions qui tombent d'en haut, il y a peu de chances que ça marche sur le terrain. Alors, merci à vous tous de participer à ce débat. C'est un intérêt majeur pour TDIE parce que, justement, on prépare le fameux grand débat que nous organiserons le 22 mars et auquel, bien entendu, vous êtes tous invités. Grand débat qui s'inscrit dans la démarche des présidentielles, comme les années de présidentielles. TDIE fait en sorte de poser un questionnaire à tous les candidats. Mais pour avoir ce questionnaire-là, eh bien, il y a un travail très important qui a été fait. Je tiens à remercier le Conseil scientifique et son président en personne, Michel Savy. Eh oui, TDIE est le seul organisme, à ma connaissance, je participe à beaucoup d'organismes et d'associations dans les transports, c'est le seul où il y a un conseil scientifique. Merci à tous les membres du conseil scientifique, en particulier à Michel, pour justement faire en sorte que le débat soit un débat de très haut niveau, qu'on a rarement. On a souvent des débats qui volent très très bas. Mais là, on essaye d'avoir une réflexion. Une réflexion donc qui va nous permettre d'interroger les fameux candidats
Sur quantité de points, nous avions prévu, Michel, 7 thèmes. Le financement, je vais y revenir, le frais de la logistique, le regard sur la route, mais un regard aussi sur le ferroviaire, les systèmes de mobilité intégrés, l'intermodalité aéroportuaire, etc., etc. Voilà ce que TTIE va vous proposer dans les semaines qui vont venir. Je voudrais revenir un instant pour conclure sur la première table ronde. J'ai trouvé le sous-titre de la première table ronde passionnant. Je me dis, je vais venir ici, je vais apprendre des choses. État stratège, quelle feuille de route pour le prochain président? Ça, c'est une bonne question, pertinente. Je n'ai pas entendu la réponse. Elle a été abordée à la fin, je dirais, suite à des questions-réponses, mais tout le débat de cette première table ronde n'a pas permis de répondre à cette feuille de route. Alors, je me suis imaginé qu'on pouvait répondre à cette question-là. Quelle est la vision? C'est le politique qui commande en France normalement. Quelle est la vision qu'a le politique dans le problème, non pas des transports? Je mets les transports alors que, bon, c'est mon centre d'intérêt, mais je mets les transports après l'aménagement du territoire. Quel est l'aménagement du territoire que vous voulez? Et à partir de là, vous allez construire des infrastructures, vous allez intervenir, mais parce que vous avez une vision d'aménagement du territoire. Aujourd'hui, mes collègues ruraux hurlent en disant on n'en a que pour les agglomérations et les métropoles. La France rurale, la très grande partie de la France, aujourd'hui, est en déshérence. Quelle est la vision d'aménagement du territoire? Il faut remonter au SIAT, il faut remonter à cette vision-là. On a parlé de planification tout à l'heure, on va y arriver. Mais la première chose, quel est l'aménagement du territoire? Eh bien, je le regrette, je ne trouve pas aujourd'hui une politique d'aménagement digne de ce nom. Aménagement du territoire qui va vous amener à une vision. Vous avez une vision. Si vous n'avez pas de vision, vous colmatez les brèches. Et je regrette profondément, je le dis, à haute intelligible voix, que la stratégie du transport et des ferroviaires soit sortie quelques mois avant la présidentielle. Il a fallu attendre 5 ans pour voir le ministère des Transports sortir une stratégie dans le domaine des transports. C'est trop tard. Donc, si nous n'avons pas de vision à moyen long terme, nous ne pourrons pas avoir une vraie politique dans ce domaine-là. Cette politique passe par l'aménagement du territoire et quelque chose qui est fondamental, me semble-t-il, c'est l'argent. C'est le financement. Regardant ça, quelquefois un peu de l'extérieur, membre donc de l'AFIT, eh bien, Philippe, s'il avait été là, il nous aurait dit, il me manque encore une fois quelques centaines de millions d'euros. Et puis, quand je regarde de plus près, je m'aperçois que moi, au Parlement, sénateur, je vote une augmentation des centimes. Oui, pour les infrastructures, pour les transports, et en même temps, dans douce, Bercy en prend la moitié pour le budget général. Donc, il faut effectivement, un financement pérenne. Ça, c'est une priorité des priorités. Il y a plusieurs modalités. Effectivement, personnellement, je crois que l'écotaxe sera difficile à rétablir par les temps qui courent, parce que les gens sont encore trop traumatisés. Mais on peut trouver d'autres systèmes. Il suffit d'un peu d'imagination dans ce domaine-là, ou s'inspirer de ce que font les autres pays autour de nous. Ce qui m'échappe aussi, moi, petit maire de province, c'est qu'on essaye chaque fois de découvrir la solution franco-française. Quelquefois, il suffit de regarder ce qui se passe à côté. Ils ont déjà l'eau tiède. Hein. On peut s'en servir. Et donc, on a des systèmes qui permettraient d'avoir un financement pérenne à condition qu'on veille sur Bercy. J'étais là, ces derniers temps, rapporteur du CDG Express. CDG Express, on me dit, il n'y a pas l'argent, il va falloir aggraver le déficit de la SNCF. Attendez, on me fait voter en 2014 la règle d'or, plus de déficit, et 2 ans après, premier projet ferroviaire, hop, article 2, on passera outre à la loi justement de la règle d'or. Je n'ai pas voté ça, je m'y suis opposé en tant que parlementaire. Donc, j'ai essayé de trouver de l'argent.
et je tombe sur la taxe de solidarité, dite taxe Chirac. Et qu'est-ce que je découvre? Que l'organisme qui est bénéficiaire de cette taxe au niveau international a 6 ans de trésorerie d'avance. Bien, très bien, pourquoi pas. Puis, je gratte encore. Qu'est-ce que je trouve? Je trouve que cette taxe rapportait plus d'une centaine de millions d'euros. Eh bien, Bercy avait décidé d'écorner cette taxe. Et il y a une partie de l'argent de cette taxe qui ne va pas, effectivement, à la lutte contre le sida, le paludisme ou autre, mais va dans les caisses de Bercy. Qui le sait? Personne. Alors, je trouve que c'est un peu dommage. Il y a de l'argent, hein? Il y a de l'argent. Quand vous cherchez, vous en trouvez un peu quand même, hein? Eh bien, cet argent-là disparaît sous nos yeux, il s'évapore. Donc, il faut une fiscalité dédiée, et il faut dédier, c'est le mot, et il faut protéger cette orientation et ce fléchage-là, sinon vous n'arriverez pas. Et puis, je terminerai en disant que là aussi, j'invente rien, je regarde ce que font les autres. Eh bien, ce qu'il faut faire, j'avais été rapporteur du SNIT. Le SNIT, c'était, rappelez-vous, 260 milliards d'euros, il y avait tout. Bon, dedans, c'était un inventaire à la Prévert. Ensuite, j'ai été membre de la commission Mobilité 21, dirigée par Philippe. Et là, on a été capable de faire des priorités. Et on a sorti de ces 260 milliards quelques dizaines de milliards qui permettaient d'y voir clair, avec là aussi une vision, une politique, on savait où on allait, et c'est devenu consensuel, droite-gauche réunie. Donc, le pire n'est pas toujours sûr, et on peut, dans ces domaines techniques, avoir, je dirais, un certain consensus. Donc, il nous faut, selon moi, un débat en amont, qu'on n'a pas suffisamment, une sorte de mobilité 21 et d'AFIT amélioré, qui permettent de faire un débat. Ensuite, on présente ça devant le Parlement. Il faut que le Parlement s'engage. Aujourd'hui, il ne s'engage pas, le Parlement. Et donc, Bercy fait ce qu'il veut. Mais le jour où on va demander au Parlement de s'engager, à ce moment-là, Bercy sera coincé. En tout cas, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Donc, ce débat nous permettra au Parlement de définir une loi de programmation que nous n'avons pas aujourd'hui. C'est ce que font les pays civilisés autour de chez nous. J'invente rien. Une loi de programmation sur 5 ans de mandat. Il y a un bilan annuel qui est fait avec une AFIT modernisée, actualisée, avec davantage de pouvoir. Ce n'est pas un régulateur, mais l'AFIT doit pouvoir avoir une intervention supérieure à ce qu'elle est. Et avec un bilan annuel, et on modifie, on vérifie tous les 5 ans ce qu'il faut faire pour adapter cette loi de programmation et cette vision que nous avons à 15 ans. Je n'ai rien inventé, ça se fait en Suisse. Quand je suis allé voir mon collègue suisse qui s'occupe des transports, je lui ai dit, alors, vous en êtes où? Et il me dit, on n'a aucun souci. Je lui ai dit, c'est pas possible sur les transports, le financement. Non, j'ai 5 ans d'avance devant moi. Je sais très bien, toutes les années, ce que j'aurai, ce que je peux faire. La conséquence de ça, eh bien, c'est un exemple très pratique qui, moi, me choque, qui m'interpelle beaucoup, en tous les cas. C'est le tunnel Lyon-Turin. C'est un tunnel. Il coûte les yeux de la tête. Il est en dizaines de milliards d'euros. Et donc, les 2 premiers pays de l'Europe, 66 millions d'un côté, 60-70 millions de l'autre, 120 millions de citoyens, 2 grands pays, aidés à 40% de subventions de l'Europe, ont les plus grandes difficultés à boucler le budget. À côté, mais vraiment à côté, vous franchissez la frontière, puis vous arrivez en Suisse. Mais ils n'arrêtent pas de creuser des trous dans le gruyère. En dizaines de milliards, eux aussi. Comment font-ils? Voilà, ils sont 9 millions, nous sommes 120, plus l'Europe, on n'y arrive pas. Vous voyez très bien qu'on a des marges de progrès, qu'on a du potentiel, et c'est donc sur ces mots que je vous souhaite une bonne et heureuse année au nom de TDI. Merci Michel.